Merci de suivre RTV. Le premier numéro de notre invité reçoit l'honorable Abel Djoré, député de Oura-Gayo-Bayota. Vous êtes membre du groupe parlementaire RHDP, membre du conseil politique du RHDP aussi. Vous êtes membre du Parlement de la CEDEAO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher ami. Alors, vous qui êtes député, si l'on devrait toucher à la Constitution comme l'a annoncé hier le chef de l'État, quel article pourrait-on modifier? Alors, merci, cher ami. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser donc, à travers votre télévision à la nation ivoirienne, à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc d'ores et déjà présenter mes vœux les meilleurs de succès et de santé à tout le monde, à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur soit avec nous et que cette année qui est une année cruciale, comme chacun le sait, parce qu'une année électorale, qu'elle soit donc une année apaisée, une année sécurisée, de succès, afin que nous continuions de bénéficier des retombées positives du progrès dans lequel nous sommes depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors, ceci étant, je m'en vais donc répondre à votre question, qui est le président, dans son adresse hier, a parlé de révision de la Constitution, Oui. de certains articles de la Constitution. Alors, vous me demandez si... Quel article pourrait-on modifier? Quel article pourrait-il modifier? Je voudrais d'emblée dire que, oui, en Côte d'Ivoire, selon notre loi fondamentale, il y a donc deux Ivoiriens qui ont l'initiative de loi. Le président de la République et le député. Voilà donc ceux-là qui ont l'initiative de loi. Ici, c'est le président de la République qui a déclaré qu'il proposerait, qu'il soumettrait donc aux députés la révision de certains articles de la Constitution. Bon, nous attendons simplement. Nous attendons que les textes arrivent et puis, bon, nous aviserons. Voilà, ce n'est pas à nous de dire il y a tel article. Non, non, non. Nous n'avons pas l'initiative pour le moment. Donc, nous nous en tiendrons à ce qui va nous parvenir par donc, le chef de l'État. Et bon, nous verrons. Alors, le chef de l'État a aussi dit qu'il n'empêchera personne d'être candidat en 2020. Est-ce qu'une éventuelle limite d'âge ne serait pas une manière d'empêcher un candidat de se présenter? Non, mais tu le dis si bien. Il dit qu'il n'empêchera personne de se présenter. Mais non, non, non. Ce que nous devons retenir ici, c'est qu'il a l'initiative des lois. Il a décidé de nous soumettre donc la révision de certains articles de la Constitution. Les articles, les textes viendront à notre niveau et puis nous apprécierons. Nous apprécierons. Ce qu'il a dit, il a émis ses intentions. Mais nous nous jugerons et nous apprécierons. Donc que les gens s'en tiennent déjà à ça. Et nous le comprenons, hein, quand il le dit déjà de cette façon. Parce que, vous savez, en Afrique, nos opposants ont la phobie de la révision constitutionnelle. Ce qui est dommage. Parce que la révision constitutionnelle, elle ne peut pas de go être négative. Donc, on fait souvent des procès d'intention. Et parce qu'on veut réviser une constitution, donc des procès d'intention amènent des gens à se mettre déjà dans des positions de défense d'intérêt. Alors, nous pensons qu'il faut faire de la politique, hein, du réalisme.
Il faut attendre que les textes arrivent et ensuite on verra ce que le texte contient et on se prononcera là-dessus. Alors, également à l'occasion de du Nouvel An, le président Alassane Ouattara a fait la traditionnelle adresse à la nation. Et lors de cette adresse, c'est un discours bilan d'ailleurs de ces 2 premiers mandats. Et quel aspect du discours vous a beaucoup marqué? Il a fait, comme vous le dites si bien, le discours bilan. C'est le chef de l'État, c'est le chef de l'exécutif, c'est le père de la nation. Donc, il a passé en revue toutes les actions qui ont été menées, aussi bien sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel. Et il a donc dressé le tableau de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Ce qui nous a marqué, c'est que la Côte d'Ivoire a fait un bond qualitatif. La Côte d'Ivoire a fait un bond qualitatif et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Nous sommes fiers d'avoir pu engranger en si peu de temps ce que la Côte d'Ivoire n'a pas pu réaliser en plus de 30 ans. Voilà, donc nous sommes fiers et nous pensons que la Côte d'Ivoire est très bien partie et elle gagnerait à rester sur cette lancée. Mais cela nous amène à regretter certains actes posés par certaines personnalités politiques qui, du coup, ont oublié leur statut et ont voulu se mettre en compétition avec le président de la République, qui est le chef de l'État. Nous allons y revenir dans les prochaines questions. Alassane Ouattara a rassuré les Ivoiriens sur la stabilité et la sécurité dans le pays lors des prochaines élections. Il a aussi délivré un message de paix aux Ivoiriens, mais malgré tout, les Ivoiriens ont peur. À qui la faute? Bon, la faute est à ceux qui ont peur. La faute est à ceux qui ont peur. Ne sont-ils pas en sécurité? Ça se passe dans la tête. Quand tu veux t'effrayer toi-même, quelle que soit l'assurance qu'on te donne, mais tu auras peur. Voilà. La Côte d'Ivoire revient de très loin. Nous savons ce que nous avons vécu. Les Ivoiriens savent ce qu'ils ont vécu et ils savent ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont de réels motifs d'être satisfaits de la sécurité dans laquelle ils vivent. Donc, ceux qui ont peur, bon, qu'est-ce qu'on y peut? Mais on n'y peut rien. Je vous conte une anecdote. Je devais partir donc au village pour la fête. Donc, j'appelle un cousin, puisqu'on avait fait le programme ensemble. J'ai dit, bon, frère, on va y aller? Non, bon, vraiment, je vais attendre un peu. Tu vas attendre un peu. Tu attends. Non, les bruits qui... Bon, j'ai dit, il n'aura rien. Mais il n'aura rien. Mais les Ivoiriens sont en sécurité. Tout marche. Tout baigne. Donc, ceux qui ont peur, c'est dans leur tête que ça se passe. Et il y en a qui sont passés maîtres dans cette affaire. C'est-à-dire créer la psychose, faire peur aux Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Nous rassurons les Ivoiriens. Nous avons connu la Côte d'Ivoire en feu. Et nous connaissons aujourd'hui la Côte d'Ivoire paisible, pacifique. La Côte d'Ivoire qui marche. Donc, les Ivoiriens n'ont qu'à se défaire de ces discours de peur, de haine, pour regarder les réalités dans lesquelles ils sont et avancer avec le président Ouattara, qui a fait en si peu de temps. Vous avez dit tout à l'heure que je suis parlementaire CEDEAO. Oui, mais je le dis parce que
cette fonction nous permet non, de faire le tour. On viendra après. Non, j'insiste parce que je veux le dire. Je veux dire qu'il y a des pays où il y a eu la guerre. Où il y a eu la guerre, et après 25 ans, quand tu passes dans ces pays, tu as encore les stigmates de guerre dans ces pays-là. Tu ne reconnais même pas que ces pays-là sont en paix il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne dirait pas qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça que je voudrais souligner. Vous qui connaissez mieux l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, d'ailleurs candidat déclaré pour la présidentielle de 2020, il ferait un bon candidat, vu son parcours. Un bon candidat à quoi? Pour les élections? À la présidence de la République de Côte d'Ivoire? Oui. Bon, selon lui, oui. Et selon vous? Selon moi, il a encore beaucoup à apprendre. Il a encore beaucoup à apprendre. Parce que quand on veut diriger un pays, on ne le dénigre pas. Quand on veut revêtir les habits d'un chef d'État, alors on ne dénigre pas celui qui est déjà dans cet habit-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ferait un bon chef d'État ou bien un bon candidat, selon lui. Mais pour moi, il a encore beaucoup à apprendre. Alors, certains disent que Soro serait fini après un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Pourtant, il n'est pas encore jugé. Il serait fini. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Soro ne pourrait pas être candidat en 2020. Bon, je ne peux pas présumer de ce qui va donc advenir du jugement qui va se faire. Voilà, il est présumé innocent. Donc la justice fera donc son travail. S'il est établi qu'il n'est pas coupable, alors il sera lavé de tout soupçon et il pourra porter sa candidature. Mais c'est pour ça que le président de la République le dit à dessein, que personne ne sera exclu, puisque être donc jugé ne veut pas dire être condamné. Honorable, le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro a été lancé à quelques mois de la présidentielle. N'est-ce pas un prétexte pour maintenir Guillaume Soro en exil et l'empêcher pour être candidat en 2020? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire, déclarer une candidature à la présidence de la République d'une nation ne veut pas dire que quand on est fautif ou bien on a une infraction, on ne peut pas te poursuivre. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit un prétexte. Alors, on le sait tous, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui pour tentative contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Selon le collectif des avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ces accusations restent infondées. Ces avocats dénoncent les violations de droits constitutionnels dans les procédures pénales à l'encontre de Guillaume Soro et ses proches. L'État de Côte d'Ivoire a-t-il déjà transmis la fameuse note rouge à Interpol? Bon, le procureur y répondrait. Hein, le procureur y répondrait. Ben, je pense que l'État, qui donc a constaté donc ces faits, se donnera les moyens de poursuivre l'intéressé. Voilà. Alors, vous avez des collègues députés qui sont aujourd'hui arrêtés. Est-ce normal, puisque leur immunité parlementaire n'est pas encore levée? Bien. Il y a donc des dispositions au niveau de notre Constitution qui protègent les députés, soit en fonction, je veux dire en plein exercice. Par exemple, un député ne peut pas être arrêté pour des avis qu'il aurait émis, pour un vote qu'il aurait émis, et pour les opinions qu'il aurait données. C'est ça l'immunité parlementaire dont nous parlons souvent, dont nous parlons tant. Mais en même temps, il y a des articles qui disposent qu'en cas de flagrant délit, alors le député est arrêté. L'immunité est levée de facto. Et c'est dans ces conditions-là que nous sommes. Ceux de nos collègues qui ont été arrêtés, se trouvent donc dans le cas de flagrant délit. Et c'est pour cela qu'ils ont été arrêtés. Mais les dispositions
constitutionnelles vont loin. Les dispositions constitutionnelles disent que le député ne peut être arrêté sans l'avis de l'une des chambres du Parlement. Voilà. Et encore, même quand le député est arrêté ou il est poursuivi, Oui. alors le bureau de l'Assemblée nationale peut saisir la juridiction pour que la poursuite soit arrêtée ou bien que la relaxe soit donc retrouvée pour le député. Dans le cas d'espèce, le groupe parlementaire PDCI, qui a ses alliés, donc au niveau du Parlement, a introduit une demande au niveau du groupe, au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale pour que la suspension, pour qu'il y ait suspension donc de la poursuite. Dans ce cas d'espèce, le bureau de l'Assemblée se réunit, statue et sort une décision. Donc nous en sommes là. Mais ce que nous voulons relever, c'est que le comportement enfantin, excusez-moi du terme, hein, mais c'est le cas de le dire, de certains hommes politiques les rattrape toujours. Voilà des gens hier qui ont crié sur tous les toits pour boycotter le bureau de l'Assemblée nationale qui n'y participe pas. Voilà qu'aujourd'hui, ils ne siègent pas, donc ils ne peuvent pas de façon valable discuter de ce dont je viens de parler. Ils sont absents. Nous avons été dans l'opposition. Nous avons connu les affres de la politique de la chaise vide. Et nous leur avons dit que ce n'est pas la bonne façon, chers amis, à eux de tirer les leçons et à eux de rendre compte à leurs mandants de ce que cette façon de faire la politique n'est pas la bonne. Alors, honorable Abel Dioré, je rappelle que vous êtes aussi membre du Parlement de la CEDEAO, méconnu de bon nombre d'Ivoiriens. À quoi sert ce Parlement? Bien, le Parlement de la CEDEAO, comme son nom l'indique, il est donc comme le Parlement dans nos différents États qui constituent la CEDEAO. Il regroupe donc des députés des 15 pays de la sous-région qui composent la CEDEAO. C'est comme le Parlement européen. Mais nous sommes à des étapes qui vont nous permettre à la longue de fonctionner comme le Parlement européen. Alors, mais est-ce qu'il y a un dossier important que vous avez déjà traité? Oui, tous les jours, on traite les dossiers importants. Lesquels? Par exemple, le dossier de la monnaie unique. Nous l'avons traité. Et le dossier sur la libre circulation des biens et des hommes et des personnes au niveau de la CEDEAO, nous l'avons traité. Le dossier sur l'établissement des citoyens de la CEDEAO dans l'espace communautaire, nous l'avons traité. Il est vrai que ce Parlement est méconnu, mais nous faisons du travail qui fait avancer les causes de la communauté. Et je vous assure que c'est grâce donc à aux actions de ce Parlement que quand on va par exemple dans les pays de la sous-région, on ne nous demande pas de visa. Je vais au Burkina, je n'ai pas besoin de prendre un visa, au Togo, au Bénin, et ainsi de suite. Donc, nos parents de l'indépendance ont bien pensé la création de la CEDEAO, ce qui nous permet à la longue, à nos enfants et à nos petits-enfants de vivre dans un espace communautaire où les frontières vont tomber. Nous sommes partis de la CEDEAO des nations et nous nous acheminons vers la CEDEAO des peuples. C'est-à-dire la CEDEAO où l'Ivoirien se sentira chez lui au Cap-Vert, où l'Ivoirien se sentira chez lui au Bénin, au Burkina et au Sénégal, et vice-versa. Voilà. Aussi, bientôt, c'est l'an 1 du RHDP. En 30 secondes, quel bilan dressez-vous? Le RHDP est prêt
à conserver le pouvoir. Nous nous donnons les moyens pour conserver le pouvoir. Nous sommes sur le terrain, nous envahissons les campements, les hameaux, les quartiers, et il n'y a que nous qui existons sur le terrain. Tout le reste, c'est du vent. C'est vous qui existez sur le terrain, mais pour terminer, que faudra-t-il améliorer dans le dispositif du RHDP pour la victoire en 2020, surtout que vous aurez tout le monde contre vous? Le contact avec les populations. Okay. Le contact avec les populations. La mise en exergue des acquis, des réalisations de notre président. Voilà. Maintenant, est-ce nous qui sommes contre tout le monde, ou bien c'est tout le monde qui est contre nous? Ce qui est sûr, nous nous battons pour garder le pouvoir. Merci, honorable Abel Dioré, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci également à vous pour votre fidélité à RTV.